Salut à tous, je reviens avec un nouveau bilan lecture. Alors aujourd'hui, je pense qu'on aura un bilan lecture qui sera un petit peu plus court que d'habitude. J'ai bloqué à 5 lectures, comme je peux faire d'ordinaire. Mais il y a 2 novellas, donc ça devrait aller beaucoup plus vite. Et également une fin de saga dont je vous parle tout de suite. Alors tout d'abord, je vais vous parler du 3e et dernier tome de Nevernight, donc le tome 3 qui s'appelle L'Aube Obscure, paru chez Deux Saxus de J. Christophe, que j'ai lu en lecture commune avec Stéphanie, donc Chronique de Lully, et également Laetitia du coin lecture de Galae. Donc que dire de ce tome 3 ? C'est une énorme déception. Alors pour vous rappeler vraiment vite fait du pitch, parce que maintenant on est vraiment engagé dans l'histoire, c'est même la fin. Au tout début, on découvre une jeune fille qui s'appelle Mia. Son père a été condamné à mort pour trahison. Son frère et sa mère ont été emprisonnés et elle a été condamnée à être tuée aussi. Elle arrive à se sauver au dernier moment et du coup elle n'a plus qu'un objectif, se venger, et elle sait qui est le responsable de tout ça, donc du coup elle veut tuer. En gros, grosso modo, c'est ça, on est sur une histoire de vengeance. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Bon, je dis pas que j'étais sur un coup de cœur comme certains, je trouvais toujours que la première partie, il y avait un peu beaucoup de longueur et que c'était un petit peu long à démarrer, mais bon, je pouvais comprendre le principe, l'auteur, fallait qu'il installe ses personnages, son intrigue et tout, mais c'est vrai qu'il arrivait toujours à m'embarquer dans la deuxième partie. Ici, ça a été beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Déjà, les longueurs. Ici, elles sont interminables, j'avais l'impression qu'on n'y arrivera jamais, quoi. C'était long, mais c'était long. Et je me suis ennuyé, et le truc qui est arrivé, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis tellement ennuyé que j'ai un peu trop décroché du récit, et que bien évidemment, je l'ai terminé, parce que j'avais l'envie d'abandonner. Déjà, ça va, il y avait les filles avec moi, donc j'étais pas tout seul, mais j'avais très envie de l'abandonner, mais je me dis, je vais pas abandonner alors que j'arrive à la fin. J'ai vraiment envie de connaître la fin quand même. Mais je l'ai lu un peu plus, pas aussi concentré que je peux l'être dans une lecture ordinaire. Je trouve que le personnage de Mia ici est moins intéressant que dans les 2 premiers tomes. Parce que si vous vous souvenez bien, je vous avais dit que dans les 2 premiers tomes, l'auteur évitait certains clichés, que j'aimais beaucoup la façon qu'il avait de présenter le personnage de Mia, ce qu'il en avait fait, et je trouvais que c'était très bien. Et dans ce tome 3, je trouve qu'il tombe dans les travers qu'on peut voir dans beaucoup de young adultes, dans certains clichés, mais ça m'a agacé parce que je me dis mais non, pas maintenant, on arrive à la fin, pourquoi tu fais ça là ? Ensuite, je trouve qu'il y a certains personnages secondaires qui sont présents ici qui ne servent strictement à rien. On se demande pourquoi ils sont là, il fait certaines choses, alors je vais rester très flou bien évidemment. Il fait certaines choses que j'ai trouvé, enfin tout ça pour ça, enfin c'est quoi l'intérêt ? En plus dans le tome 3, il se sert d'un petit ressort scénaristique si j'ose dire, d'un petit truc, quand il l'a présenté dans le récit, moi je me suis dit, ah j'aime pas ce qu'il fait. C'est propre à moi, il y en a peut-être qui ont adhéré, mais du coup je me suis dit, ah, je dis c'est pas grave, continue, mets ça de côté, peut-être qu'il n'aura pas vraiment d'incidence pour la suite, ou qu'il va réussir à amener quelque chose de correct ou d'intéressant, hein, c'est possible, parce que J. Christophe arrive quand même à me ramener à la lecture à chaque fois. Bon, au final ça n'a pas vraiment été le cas, on a plus été dans la souffrance avec ce titre. Les scènes de sexe, encore et toujours des scènes de sexe qui ne servent à rien. Franchement au bout d'un moment j'ai lu en diagonale les scènes parce que ça me saoulait, franchement. J'en voyais pas l'intérêt, alors je sais qu'il y en a qui aiment ça dans les livres, hein, chacun ses goûts, mais moi c'est un truc qui me... Donc je disais la première phrase, je dis ça y est, ça va être une scène olé olé, je passais les pages, puis après j'arrivais, ah c'est terminé, bon très bien, et ça n'a pas nui du tout à ma lecture. Il y a beaucoup moins aussi de notes de bas de page, il y en a encore, pas des petites, hein, genre vous avez une note de bas de page qui commence là, elle finit là. Moi j'ai pris le parti, comme pour les 2 premiers tomes, de ne pas les lire, parce que moi je n'adhérais pas, je sais qu'il y a des gens qui adorent, parce que c'est fait souvent avec humour. Et moi perso, non, j'ai pas... ça me saoulait plus qu'autre chose. Et après, ça permet d'enrichir l'univers. Mais voilà, moi je disais la première ligne, on me disait tel objet ça sert à ça, ou telle personne elle a fait ça, et j'arrêtais là parce qu'après il va vous donner des anecdotes, des trucs qui moi franchement me passaient mais largement au-dessus, je m'en fichais complet. Par contre, à l'intérieur du récit même, dans certains dialogues, il y a de l'humour, et là par contre ça marche. Chez moi ça matchait, j'ai rigolé plusieurs fois et tout, c'était vraiment sympa. Une autre chose qui m'a beaucoup gêné, pareil je vais parler de façon assez floue, on est dans un univers de fantasy, il y a de la magie, et il y a certaines propriétés magiques qui sont caractéristiques chez certaines personnes. Et du coup on nous le rabâche assez dans les 2 premiers tomes, et en fait dans le 3 il se passe un truc qui fait que, et en fait il respecte pas ce qu'il a mis en place dans les 2 premiers tomes. Moi j'ai pas trouvé. Normalement ça devrait avoir un impact et une incidence assez importante, et il aurait dû justement en jouer et nous expliquer tout ça. Et en fait, il le fait pas, et j'ai trouvé que du coup, c'était, moi je peux même pas dire survolé, parce que c'est à peine envisagé, et je me dis, non, parce que ça devenait super important, et ça amenait
autre chose, mais j'ai trouvé que c'était pas fait et j'ai pas compris le délire. En même temps, il était occupé à nous raconter tout n'importe quoi sur 3 quarts du livre, hein, vous imaginez bien. Je suis un petit peu méchant, je sais. Mais je suis tellement dégoûté de ne pas avoir adhéré à ce livre, alors que je me suis plutôt bien amusé sur les 2 premiers. J. Christophe arrivait toujours à me montrer que ce qu'il faisait c'était cool, et c'est vrai que je lisais toujours les tomes vitesse grand V, et là ça l'a pas fait du coup. C'est ça qui est embêtant. Et en plus, je trouve que là, le final m'a moins intéressé. Je trouvais qu'il était un petit peu plus banal. Dans les 2 premiers, je trouve qu'il arrivait à nous retourner la tête, à faire des trucs qui font que tu te dis ah ouais, ah ouais. Et là, bah non, enfin j'ai lu, j'ai fait ouais. Bon, j'ai des comparaisons que je ne peux pas vous sortir parce que sinon je vous gâcherai la fin. Il y en a qui ont adhéré. Je sais que ce tome 3 est beaucoup plus mitigé au niveau des avis. Moi, perso, on part vraiment sur un avis qui est pas mitigé, c'est que j'ai pas aimé en fait. C'est pas grave. On a quand même les explications à toutes nos réponses. Il amène quand même le truc. Il y a des trucs qui sont bien amenés aussi. Il y a des trucs qui ne sont pas bêtes. Mais voilà, je dirais que je ressors très très déçu. La seule chose qui me fera un peu aimer ce tome, c'est que j'ai adoré le personnage de Mia. Et après, il y a autre chose aussi. Parce que c'était une épreuve de lire ce tome, mais sous tous les angles. C'est-à-dire, j'ai commencé à lire ce beau petit bébé, j'étais tout content. Vous voyez, j'ai la belle version hardback. Regardez, je vais vous montrer. Elle est vraiment jolie. Là-dessus, on peut pas leur enlever ça. Voilà, voilà. Elle est sublime, hein. Sauf que moi, j'ai eu une version pleine de défauts. Alors, je l'ai pu relever, je ne sais plus où c'est. Je vais vous montrer. Je lisais donc ma petite lecture. Et je suis arrivé page 336. Et là, il y a eu un petit souci de pagination. C'est que la page d'après, je me retrouvais page 385. Voilà, et il me manquait tout un bout de l'histoire, tout en sachant qu'il y a un bout qui s'est répété. Moi, j'arrivais à la page 336 dans le récit, et il me renvoyait, alors attendez, je vous montre, 336, il me renvoyait à la page 289. Donc du coup, j'ai 2 fois un passage, et ensuite, il me manque 50 pages, et paf, je passe à la page 385, donc ça m'a un peu gonflé. J'ai eu un sauveur qui m'a envoyé quand même une version e-book, donc c'est plutôt cool. J'ai pu continuer mon histoire et je me suis dit, bah c'est tout, c'est pas grave, je vais lire le passage manquant avec l'e-book et puis je vais continuer, c'est pas très grave. Mais ça me l'a fait 2 fois. Ça me l'a fait à un autre moment dans le récit. Donc vous allez me dire, fallait prévenir Laurent le site où tu l'as acheté ou la maison d'édition. J'ai fait les deux. Le site où je l'ai acheté, malheureusement, ils ne pouvaient pas me le reprendre parce qu'on n'a que 30 jours pour se rétracter sur une vente. Et comme je l'avais acheté au mois de juin ou juillet, je ne sais plus, eh ben, on était au mois d'octobre, c'était mort, c'était trop tard. Donc le vendeur a refusé déjà, le site où je l'ai acheté. Et ensuite, j'ai essayé de me rapprocher de la maison d'édition qui m'a dit qu'il n'avait pas de hardback. En fait, c'est imprimé en usine, en imprimerie. Et ça part aussitôt sur les points de vente. Donc en fait, la maison d'édition n'a pas d'exemplaire sous la main. Donc voilà, je me retrouve avec un tome 3 qui je ne peux même pas revendre parce qu'il est complètement tronqué, hein, l'exemplaire il est pas bon. Et voilà. Vous voyez le chat noir qui est là, c'est un peu tout ce que j'ai vécu pendant cette, dans cette lecture. C'est pas grave, hein, ça peut arriver, après c'est tout, hein, des erreurs, tout le monde en fait, et puis à l'imprimerie, je sais pas, il y a eu un bug, et puis il m'a remis 2 fois les mêmes pages. Mais le pire, c'est que je lis le livre, et à un moment j'avance, parce que je ne regardais pas forcément où j'en étais, et à un moment je lis, puis c'est bizarre, je dis, l'auteur il utilise les mêmes phrases. Alors moi, hein, je suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, je continue à lire, puis je dis, c'est bizarre, pourquoi il remet le même passage? Ah, et là je baisse les yeux, je fais non... Non, j'ai déjà du mal, si en plus tu me remets 2 fois les mêmes passages. Il voulait être sûr que j'avais bien compris, je pense. Enfin bref, donc voilà, faites-vous votre propre idée quand même. Je trouve que malgré tout, même si mon avis est très très mitigé, plus que mitigé, j'ai pas apprécié ce tome 3 dans l'ensemble. Ouais, mitigé, très mitigé alors on va dire. Parce qu'il y a des choses que j'ai bien aimées quand même. Mais ça vaut le coup de le découvrir, je trouve, cette trilogie, au moins pour les 2 premiers tomes qui sont vraiment intéressants. On a un personnage qui est vraiment, qui incarne vraiment la vengeance, qui évolue d'une belle façon, je trouve. Sauf que, je sais pas, il s'est perdu un peu dans ce tome 3, je trouve, J. Christophe. C'est vraiment dommage, parce que s'il avait réussi à faire un truc aussi bien que les 2 premiers, ça aurait pu faire une trilogie vraiment sympathique. Comme d'habitude, un trigger warning, il y a du sang, il y a de la violence, il y a des scènes de sexe, comme je vous le dis, donc... pour les personnes sensibles. Mais de toute façon, vous savez très bien que De Saxus met en début de roman les trigger warnings. Donc de ce côté-là, il vous suffit juste d'aller voir. Bon, donc au moins, le positif, c'est que j'ai commencé et fini cette trilogie cette année. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc après cette épreuve, parce qu'il fallait que je m'en remette quand même, parce que au milieu de tout ça, moi j'étais un peu... je me suis mis sur une petite nouvelle
que j'étais encore dans ce trip horreur d'octobre. D'ailleurs, je vous dis octobre, mais je l'ai lu en novembre de Saxus. Enfin bref, de Saxus Nevernight. Et je me suis mis sur un titre. Alors, j'avais jamais lu cette maison d'édition. Cette maison d'édition est assez récente. Je sais pas, elle a 1 an ou 2, je crois, pas plus. Donc, c'est la maison d'édition Octoquil. C'est une novella de Oreza Dantes. C'est Fascinera. Alors, moi, cette couverture, écoutez, je suis absolument fan. Je ne sais pas si on sait de qui elle est. Inda Ashi's Art. Donc je ne sais pas si ça a été repris d'une créatrice, je ne sais pas. Vous avez une super page intérieure qui est absolument magnifique. Et vous avez tous les débuts de chapitres qui sont comme ça. Alors ça va être compliqué de vous expliquer mon ressenti parce que comme c'est une novella qui ne fait que 100 pages, je ne peux pas trop vous en dire, je vais vous spoiler. Donc je pense que je vais aller... on va voir, je vais me lancer, on verra bien, vous me rattraperez hein, au pire. Donc au début, on suit une journaliste qui s'appelle Alice, et qui est chez une grand-mère. Et chez cette grand-mère-là, elle est là pour lui l'interviewer et que la grand-mère lui parle de tout ce qui est légende locale, légende urbaine, tous ces trucs-là. Et Alice, elle n'est pas spécialement fan de la grand-mère, qui est un peu bizarre. Et puis au moment de partir, elle lui dit bon écoutez, j'ai ce que je voulais. La grand-mère est un peu aigrie, vous voyez, il y a un peu ce genre-là qui met très mal à l'aise la journaliste. Et au bout d'un moment, la journaliste s'est fait écouter, bah, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, je vais y aller. Et la grand-mère, comme elle est un petit peu isolée dans un village, vous savez, c'est un petit peu des hameaux là, qui se trouvent un peu tout seuls. Elle lui dit, bah, vous pouvez rester encore un peu, tout seul. Elle se montre un peu insistante et Alice lui dit, non, non, je vais rentrer et tout. Et quand elle se retrouve dehors, Alice, elle se rend compte que le temps, il est pas top, il neige et tout. Et elle a un petit bout de chemin à faire pour rentrer chez elle. Elle hésite et elle dit, non, je dors pas chez l'habitant, quoi. Elle fait, je rentre. Donc elle part en voiture. Et d'un seul coup, sur le bord de la route, elle voit une femme. Elle s'arrête. Elle lui demande si elle veut faire un bout de chemin ensemble. L'autre personne accepte, monte dans la voiture. Et très vite, il y a une ambiance assez malaisante qui se met en place. Il va y avoir un certain dialogue, je vous dis pas quoi, du coup je reste très flou. Hein, entre les deux personnes qui va un peu vriller. Et je m'arrêterai là pour le récit. Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire, quand la grand-mère lui parle de légende urbaine, elle lui parle également de la Fascinera, donc la fée noire. Alors, c'est marqué derrière, Fascinera, fée noire, ombre fascinante, vue partout et présente nulle part, elle est une de ces créatures que l'on invoque pour mieux les conjurer. Son nom flotte dans les esprits et ouvre les frontières d'une autre réalité entre imaginaire et perfidie. Pourtant, personne ne la connaît vraiment. Voilà. Au moins, je vais me servir du résumé, ce sera plus simple. Alors ici, je dirais, j'ai peur de m'attirer les foudres de certaines personnes, mais moi, j'ai ressenti un petit côté, le horreur, vous savez, Maupassant. Par rapport à la folie, il y a vraiment ce truc-là, mais il va y avoir aussi l'idée de féminisme, l'idée de transidentité. Je vais rester flou, tant que vous n'aurez pas lu le récit, vous ne comprendrez pas trop pourquoi. Et en fait, Alice, dès qu'elle va rencontrer cette personne qu'elle emmène en voiture avec elle, ça va partir en vrille. Vous vous doutez bien, en même temps, je crois que ça arrive, je sais plus, page 30 ou page 40. Et le livre, il fait 100 pages, donc forcément, on va pas épiloguer. Hein. Mais j'ai trouvé que c'était bien parce que non seulement toute l'ambiance un peu malaisante, je dirais pas, ouais, glauque, si au bout d'un moment c'est un petit peu glauque, mais en 100 pages, je trouvais que 100 pages c'était très bien pour l'histoire. Et le personnage d'Alice, on va le nuancer, et j'ai trouvé que c'était bienvenu ce qu'on en faisait, ce qu'on en disait. Il y a vraiment de la dénonciation sur peu de pages. Moi, je connaissais pas du tout cette histoire de fée noire. D'ailleurs, en fin de récit, l'autrice laisse un petit note d'intention, comme elle a écrit. Et elle nous explique un peu d'où viennent ses inspirations et tout. Je crois qu'elle a écrit d'autres choses, j'avais regardé, je me souviens plus quoi. Mais je sais que je me pencherai encore sur son cas parce que c'était vraiment intéressant. Alors, pour lire pour Halloween, c'est top. On est vraiment dans un roman d'ambiance, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je sais que j'aime bien ça. Alors, roman d'ambiance... ça passe ou ça casse, parce qu'il y a des romans d'ambiance que je n'aime pas, ça va être trop lent ou ça va pas me parler. Là, je trouve que assez vite, elle arrive, parce que c'est quand même un exercice, une novella, c'est quand même que 100 pages. Elle arrive à instaurer l'ambiance, elle arrive à camper ses personnages assez bien, et ça a matché avec moi. Je peux pas vous en dire plus, j'ai été très flou, mais j'ai trop peur de spoiler. Mais si vous aimez les histoires, les histoires d'horreur un peu mystérieuses, allez-y, c'est vraiment sympa. Vous avez dit que je ferais court. Autre novella, parce que j'étais parti sur les novellas, puis comme j'ai envie en ce moment de lire un peu ce que j'ai reçu, ou ce que je commande, parce que c'est vrai qu'en général, je commande, vous avez vu mes boucles là, ça arrive en camion benne, et en fait, je l'ai mis de côté, et après je reprends les anciens titres, donc j'ai dit, allez, leur lire un peu des nouveaux titres. En plus, à la base, toutes les dernières commandes que j'avais fait, dont certaines, je voulais les lire pour octobre, je ne l'aurais pas fait parce qu'au bout d'un moment, mon envie de
d'horreur a disparu, donc je suis passé à autre chose, et je me pose plus de questions, je me force plus, je passe à autre chose, et point barre, c'est pas grave, je reviendrai plus tard. Et du coup, je voulais lire tout ce que j'avais commandé, je n'ai pas pu, mais j'ai au moins lu le plus petit texte de tous. C'est Le Respire de Sinclair H.J. aux éditions du Chat Noir, donc la couverture est de Marcela Bolivar, je la trouve absolument sublime. Pareil ici, je vais rester assez concis, je vais pas aller trop loin. C'est le premier récit de l'auteur, et honnêtement, j'ai hâte qu'il ressorte autre chose. J'ai beaucoup apprécié aussi. Alors ici, on va être dans quelque chose encore de glauque, mais je trouve, autant là, il y a une dimension fantastique assez présente, qui est plus là pour susciter, je dirais, la peur à travers le mystère, à travers l'ambiance et tout ça. Ici, on va être dans quelque chose de beaucoup plus morbide. Donc faut adhérer à ça aussi, parce qu'il y a des scènes, alors je dirais pas choquantes, mais qui peuvent mettre mal à l'aise. Bon, en même temps, on est chez Chat Noir. Le Chat Noir, ils ont jamais fait dans des romans feel good. Donc on suit Pierre, qui est un lycéen suicidaire. Au début du récit, il a une copine, alors je ne sais plus comment s'appelle sa meilleure amie. Pierre, il est assez marginal, il parle pas. Et en cours, il est un peu à l'écart de tout le monde. Et jusqu'au jour où il discute avec sa meilleure pote. Et il dit, bah tu vois, t'imagines si ce prof-là, il mourait et tout. Je ne sais plus exactement pourquoi. Ils évoquent cette idée-là, et le lendemain, ils apprennent que le prof, il est mort. Donc ils pensent que c'est de leur faute. Et il y a un nouveau prof qui arrive pour le remplacer. Et Pierre se rend vite compte que ce prof ne respire pas. Il n'y a rien du tout. Donc Pierre commence à être un petit peu fasciné par ce prof-là. Il va commencer à faire des recherches et tout. Et voilà. Je m'arrête là. Mais du coup, il va y avoir ce parallèle entre, vous savez, Pierre qui veut mettre fin à ses jours. Et ce fait qu'il est face à ce prof qui ne respire pas, donc si ce prof ne respire pas, c'est qu'il n'est pas en vie, c'est qu'il est mort. Et du coup, il va y avoir cette obsession de Pierre vis-à-vis de la mort, mais ça va être plutôt dans la métaphore. Je sais pas si Vous voyez ce que je veux dire? Il veut mettre fin à ses jours, il a quand même un lien étroit avec la mort, et en fait, le fait de voir le prof qui est déjà mort, bah, c'est comme si la mort physique était devant lui, vous voyez, tout ce truc-là qui est mis en place. Un récit, je dirais, ouais, gothique. Il y a quand même vraiment cette connotation de la mort qui est présente tout le récit. Par exemple, à certains moments, Pierre et sa copine, ils vont se rendre au Père-Lachaise. On rentre dans la tête de Pierre qui est vraiment, c'est assez glauque, ouais, je dirais glauque, peut-être malsain, je sais pas, il y a quelque chose chez ce gamin d'assez bizarre. Mais après, encore une fois, on est sur un texte court, mais on nous laisse le temps de découvrir Pierre, le background autour de lui, au niveau de sa famille, de ses amis et tout ce qui peut justifier pourquoi il est comme ça. Il y a aussi un héritage qui est rendu à tout ce qui est monument haussmannien. Alors moi j'y connais rien du tout. Mais c'est vrai que les monuments ils ont une place importante dans le récit et je trouve que ça implante bien l'ambiance également. Et très bizarre, je trouve que l'écriture est très belle, c'est assez poétique. Mais je pense qu'il faut... Moi je l'ai lu en une fois et je pense que c'est ce genre de récit, vous savez, c'est des petites novellas. Vaut mieux les lire en une fois pour se plonger vraiment dans le récit. Je pense que c'est pas le genre de livre à reprendre 3-4 fois, ça perdrait de son impact en fait. Mais voilà, je préviens les gens qui sont très sensibles, parce que c'est très morbide. Ça m'a pas dérangé, ce que je vous dis, il y a un côté poétique qui est amené par l'auteur. Et quelque chose aussi, ouais, peut-être de triste aussi. Après, je pense que c'est un titre que je relirai, parce que je pense que j'ai peut-être pas réussi à saisir toutes les subtilités, il reste des petites zones d'ombre, et peut-être qu'une relecture me permettrait d'envisager l'histoire autrement et de découvrir d'autres choses. Mais ouais, voilà, je vous préviens, c'est spécial. Moi j'ai bien aimé. Mais je peux comprendre qu'on n'adhère pas du tout. Mais l'auteur, pareil, je vais essayer de suivre plus ou moins de près ou de loin ce qu'il fait parce que c'est vraiment intéressant. Bref. Ah bah tenez, regardez, je vous dis des bêtises. Derrière, on a Gothique, donc j'avais raison. Spleen lycéen, voilà. Et il y a la thanatophilie. La thanatophilie, c'est, je crois que c'est d'être attiré par la mort. Ou d'aimer la mort. Je crois que c'est ça. Vous voyez, on est vraiment sur un récit assez spécial. Donc juste pour lecteurs avertis et lecteurs qui sont sensibles à ce genre-là. On va passer dans toute autre chose, mais vraiment toute autre chose. Donc j'ai sorti Boy Queen de George Lester. Donc chez Hugo Newey. Donc ici, on va suivre Robin. Robin, il est au lycée, c'est sa dernière année. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'activités extrascolaires, c'est-à-dire qu'il fait de la danse, il fait du chant. C'est quelqu'un qui se débrouille en plus très bien, il chante bien, il danse bien. Et il a postulé pour une école théâtrale, mais les places sont chères.
Il est persuadé parce qu'il a fait plusieurs castings entre-temps, et à chaque fois il s'est trouvé relativement mauvais, il n'a pas vraiment confiance en lui, il a, je sais pas, 17 ans, 18 ans. Ouais, il est encore assez jeune. Et là il se dit, franchement, j'ai passé le casting, enfin j'ai postulé, et puis j'ai montré ce que je valais pour cette école de théâtre. Celle-là, ça va le faire, c'est sûr. Il ne compte que là-dessus, hein. Il n'a pas cherché d'autres options à côté. Ça va être nickel. Manque de bol, la lettre arrive chez lui. Il n'est pas pris. Tout son univers s'écroule, il perd confiance en lui, il se dit que ça sert à rien de continuer à chanter ou à danser. Si lui, il estime qu'il avait été super bon lors des auditions, si on le prend pas, bah, il peut plus rien faire de plus. Il a tout donné. Donc du coup, il sait pas ce qu'il va faire l'année prochaine. Il y a tout qui commence à s'écrouler autour de lui. Il ne sait plus où donner de la tête. À côté de ça, il a une histoire amoureuse, mais c'est pareil, ça se passe pas très bien. Et finalement, un jour, il y a sa meilleure amie, qui est haute en couleur d'ailleurs, j'ai adoré ce personnage, qui décide de l'emmener à un spectacle de drag queen dans une boîte. Et elle lui dit, viens, tu verras, c'est sympa et tout, machin. Lui, au début, il se dit, ouais, bon, ouais, on va y aller. Alors, ils ont un peu d'appréhension parce que se rendre dans certains quartiers, il y a toujours des mecs pour se rendre violents et être homophobes, et du coup, tu peux prendre des coups et tout ça. Ils y vont quand même, alors que la mère de Robin ne voulait pas qu'il y aille. Ils y vont quand même, et là, pour Robin, c'est la révélation. Il voit ces personnes, ces artistes se rendre sur scène, donc, où ils pratiquent la danse, le chant. Alors, le chant, oui, ça va être du lip-sync, vous savez, on entend la bande-son, et eux, ils miment juste les paroles sans vraiment les prononcer, mais il y a vraiment aussi tout ce qui va être théâtral, c'est-à-dire les costumes, le maquillage. Il y a vraiment un côté très artistique poussé derrière. Et il a une révélation et il se dit, mais c'est ça que je veux faire. Voilà, je m'arrête là pour le résumé. Et c'était vraiment sympa. Alors j'ai eu un petit peu de mal, j'avoue. J'ai préféré la seconde partie à la première, mais en lisant la seconde, j'ai compris. L'auteur prend son temps de vous expliquer qui est Robin, comment ça se passe. Donc on est sur un récit young adulte, ça se passe au lycée, donc forcément, moi, le lycée, ça remonte à il y a très longtemps, mais ça m'a pas vraiment gêné, j'ai réussi à me mettre dans le récit. Moi, je trouve que Robin, c'est un personnage qui m'a beaucoup touché, parce que, justement, quand vous avez des rêves et tout, que vous donnez tout pour y arriver, et que tout s'écroule, bah, au bout d'un moment, vous perdez espoir en tout, et vous y arrivez plus, et je trouvais que là-dessus, c'était assez touchant. Il y a tout l'univers aussi de tout ce qui est drag queen, moi, j'y connais absolument rien. Je sais qu'il y a une émission qui était passée à la une il y a pas longtemps, le Drag Race, ou quelque chose comme ça, je l'avais pas regardé. Et du coup, moi, je suis arrivé sans rien y connaître. Je dis, mais. Et j'avais envie, du coup, à travers de ce livre-là, un peu de découvrir cet univers-là. Et je trouvais que dans la première partie, je fais, oh, c'est survolé. Je dis, c'est léger. Oh. Puis non, finalement, ça amenait d'une certaine façon et c'est plutôt intéressant. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça original. Les personnages, franchement, il y a beaucoup d'humour. La meilleure amie et la mère de Robin, c'est Pépite. Franchement. J'étais mort de rire. Il y a l'idée, il y a plusieurs choses qui sont mises en avant parce qu'on parle aussi d'homophobie, forcément. Il y a bien évidemment, on n'échappe pas à certains clichés, mais bon, on est dans du young adulte, donc ça m'a pas vraiment gêné. C'est vrai qu'il y a quelques fois où j'ai un peu levé les yeux au ciel en disant, ouais, on connaît. Mais bref, voilà, c'est pour parler à des ados. Je ne suis plus adolescent, donc forcément, il y a peut-être des choses qui vont me parler moins ou que je vais trouver un peu trop généraliste. Il y a quand même de beaux messages dans ce récit. Il y a quand même déjà celui de l'acceptation, celui de la fatalité, qu'il ne faut pas se laisser abattre et qu'il y a toujours une solution à tout. C'est vrai que bon, c'est un peu, je vous parle de ça comme dans un livre, mais c'est vraiment, il y a cette idée-là, parce que franchement, Robin, qui est au début du récit, il donne tout. Et vous savez qu'à cet âge-là, on a tous des rêves. Après, quand on vieillit, on est un peu plus raisonné, on est un peu plus mature. Mais à cet âge-là, voilà, il y a vraiment, on sent que Robin, il est vraiment habité par ce qui fait, que ce soit le chant ou la danse. Et quand tout son univers s'écroule, il se dit c'est fini, j'ai plus rien. Parce que quand t'es ado, tu te définis par ça. T'es pas encore dans une vie très installée, donc lui, il se projetait déjà sur plein de choses. Et finalement, petit à petit, il va quand même relever la tête. Mais c'est vraiment le message plus que l'histoire en soi qui est vraiment importante et intéressante. Et encore une fois, je trouve que j'ai été moins touché par celui-ci que par d'autres que j'ai pu lire avant, mais quand même, il reste relativement intéressant. Il y a une approche des drag queens, je trouvais, qui n'était pas vulgaire, qui n'était pas trop caricaturale. C'est même plutôt drôle. Franchement, quand les drag queens, elles s'engueulent entre elles, j'étais pété de rire. Franchement, c'était vraiment sympathique. Donc encore un petit roman qui peut, je pense, aider les ados à s'accepter et tout ça. Donc franchement, ça fait le job. C'était vraiment sympa. J'ai passé un excellent moment. Ça se lit bien, ça se lit vite. C'était vraiment cool.
Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Les Émissaires du Lien de Hélène Bess, paru aux éditions Inceptio. Donc je l'ai reçu en service presse avec mon partenariat, donc je les remercie encore une fois. Ici, on est dans de la fantaisie, où on va se retrouver, en gros, c'est la nature contre l'homme. Il y a 60 ans, il y a des anciens dieux qui se sont réveillés, et qui ont commencé à en avoir marre de voir que l'homme détruisait la nature. Et il n'y a plus de passe-droit, il n'y a plus rien. Ils ont décidé que la nature reprendrait ses droits et que c'est pas l'homme qui serait en haut de l'échelle et qui déciderait pour les autres, que ce serait comme ça et pas autrement. Et la nature va essayer d'instaurer un... Bon, la nature avec un grand N, hein, ça inclut les animaux, les végétaux, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et de plus se laisser faire. Et de demander aux hommes de respecter et de rester à leur place. Et si c'était pas le cas, ça se passerait pas bien. En gros, voilà l'idée de base. Nous, on va suivre également Titania. Titania, elle entend la nature, elle entend les hommes, et elle est un peu le catalyseur entre les deux, et elle doit essayer de maintenir un certain équilibre. Je trouvais déjà qu'Hélène Bess, elle a eu une entrée en matière qui a vachement marché avec moi. C'est qu'en fait, l'action commence dès les premières lignes. On est immergé dans le truc, on comprend pas tout, hein. Mais dès le début, il se passe des trucs, j'étais waouh. Vous savez, il y a certains auteurs ou certains romans qui arrivent à vous happer dès le début. Et là, franchement, c'est ce que ça a donné. Moi, dès le début, j'étais à fond dedans. Alors après, il va y avoir un petit moment, un petit peu de flou. On va suivre quand même pas mal de personnages. Vous pouvez être un peu perdu. Moi, notamment, avec un personnage, j'étais là, je me suis dit, mais c'est qui, en fait? J'ai pas tout compris. Laissez-vous porter. Moi, c'est ce que je fais maintenant. Je cherche plus à comprendre. Quand je comprends pas, je dis, j'ai peut-être dit après, on va se laisser aller. Si je comprends pas, je comprends pas. Et ce sera expliqué un petit peu plus loin. J'ai trouvé que c'était très poétique. Je trouve que le fait qu'Hélène Bess ait pris le parti de situer son intrigue dans le genre fantasy était vraiment une très bonne idée. Parce que si elle l'avait fait sur un roman plus contemporain, plus fantastique, je pense que l'impact il aurait été moindre. Alors que là, dans la fantasy, du coup, ça nous gêne absolument pas, puisqu'on sait que la fantasy, il y a de la magie, il y a tout ça. Donc du coup, quand vous lisez le récit, tout vous semble plus ou moins normal. Et vous-même, vous allez être interrogé du coup. Vous allez vous remettre en question en lisant le récit, vous dire « Ah ouais, il y a ça, ah ouais, il y a ça ». Mais elle arrive très bien à nous laisser le cul entre deux chaises. On a du mal à prendre parti, je trouve. Même si on a envie de prendre parti plus pour un côté que de l'autre, mais il y a des moments où je dis « Ah ouais, mais ça c'est quand même... Donc on est questionné tout le long du récit. Le personnage de Titania était super intéressant. J'ai beaucoup aimé ce qu'elle dégageait, ce qu'elle était, la profondeur aussi du personnage. Vous verrez parce que le personnage est décrit de... c'est pas qu'il est décrit, mais ce qui fait le personnage est amené de plusieurs façons différentes dans le récit. C'est français ce que je dis. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Autre point positif, il y a Puck. Puck, c'est le compagnon de Titania. C'est un charroux qui parle. Et j'adore ce chat. Je l'ai kiffé. Et à côté de ça, donc vous allez avoir toute une partie dans la nature, toute une partie avec les hommes. Et du coup, nous, on est plus ou moins à chaque fois sous le point de vue de Titania. Pas tout le temps, mais souvent. Et après, on va suivre 2-3 personnages comme ça dans le récit. On va être face à des personnages assez forts qui laissent pas indifférents, je trouve. En plus, grâce au fait d'instaurer son histoire dans le genre de la fantasy, ça permet d'impacter le lecteur, mais aussi de montrer le côté magnifique et le côté laideur. Je trouve qu'elle peut beaucoup plus s'appuyer là-dessus. Et c'est plus parlant pour le lecteur. La plume, elle est assez simple, c'est assez fluide, ça se lit bien. Mais c'est pas si simple que ça. Il y a quand même des envolées de poésie. Je trouve qu'il y a un côté poétique qui est présent dans le récit. Autre super point positif, alors je le souligne parce que ça arrive assez peu souvent, on est sur un roman de fantasy, c'est un one-shot, il fait 400 pages, et les 400 pages suffisent. Moi personnellement, je me suis mis dedans dès le début, j'ai aimé, j'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur, qu'elle prend le temps, oui, d'instaurer son discours, c'est pas manichéen, j'ai pas trouvé que c'était si manichéen que ça, pourtant on est dans la fantasy, mais je trouvais quand même que c'était un petit peu plus subtil. Moi, j'ai parlé un petit peu avec l'autrice sur Instagram et je lui ai suggéré une idée et elle m'a dit que j'avais pas tort. C'est que je lui ai dit, on sent un petit peu l'inspiration des studios Ghibli. Si vous avez déjà vu, par exemple, Princesse Mononoke, alors c'est pas du tout la même chose, hein. Mais on sent ce truc et elle m'a dit que j'avais pas tort. Si vous aimez les studios Ghibli, ça pourrait peut-être vous plaire. On sera plus voilà dans l'ambiance plus que dans l'histoire en soi.
Après, Hélène Bess a fait son truc à elle, elle a pas non plus copié les studios Ghibli, hein, vous me suivez. Hein. Et en parlant tout à l'heure, je vous parlais qu'elle avait une écriture poétique, c'est aussi poétique dans les images que ça peut évoquer, je trouve, parce que du coup on a deux grands personnages, c'est-à-dire l'humain et la nature humaine, et vous avez de l'autre côté la nature, c'est-à-dire les végétaux, les animaux. Et Hélène, elle arrive à amener, Hélène, genre je la connais, bref, Hélène Bess arrive à amener, à faire en sorte qu'on comprenne que la nature communique entre elles sans vraiment le dire. Je sais pas comment vous expliquer, vous avez le vent qui souffle, vous comprenez que la nature est vivante et qu'elle commence à réagir à certaines choses sans qu'elle vous dise noir sur blanc, la nature va réagir, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça c'était super intéressant aussi. Et le rythme du récit, comme je vous disais, ça s'arrête jamais, je trouvais qu'il n'y avait pas de longueur. On est vraiment sur une histoire un petit peu dans une sorte de guerre, entre guillemets, entre l'homme et la nature, et avec une sorte de compte à rebours à travers Titania. Titania qui se retrouve un peu face à un dilemme. Elle est humaine, donc forcément elle ne peut pas être contre les humains, vous suivez? Mais en même temps, elle aime la nature et elle est là aussi pour faire le lien entre la nature et les hommes. Donc elle est vraiment, elle est au milieu de tout ça et plus l'histoire avance et plus Titania se dit mais je vais faire comment? J'ai passé un excellent moment avec ce titre. Franchement, je trouve que je salue Hélène Bess pour avoir réussi en 400 pages à amener tout ça. Franchement, elle laisse rien de côté. Ça nous interroge beaucoup aussi parce que du coup, comme je vous dis, on est pris à partie par le propos. Et c'était vraiment une chouette histoire. Et voilà, un livre de fantasy de 400 pages en one shot. Franchement, ça valait le coup. Du coup, moi, je suivrai aussi Hélène Bess. J'ai pris dernièrement, vous savez, elle avait créé un autre titre chez Inceptio qui s'appelait Les Voix de Brume et qui n'est paru qu'en e-book. À la base, c'était paru, il y avait un épisode par mois ou quelque chose comme ça, et là, ils ont tout rassemblé sous un livre. Et je tenterai. On est dans du steampunk, j'en ai jamais lu, donc je me dis que voilà, ça peut être intéressant. Quand je vois ce que Hélène Bess a fait pour de la fantasy, je suis curieux de voir ce qu'elle peut faire avec du steampunk. Mais vraiment une histoire sympa. Puis il y a Puck. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puck, c'était vraiment THE personnage. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, vous avez Titania qui est une sorte de magicienne, de sorcière, une enchanteresse, voilà. C'est dit dans le résumé que c'est une enchanteresse. Elle est humaine, mais elle doit défendre la nature. Et à côté, vous avez avec elle Puck. Puck qui va être plus ou moins le symbole de la nature, mais qui parle comme un humain. Et du coup, à eux deux, il y a vraiment ça reflète un peu les deux parties. Et ils sont au milieu et eux, ils doivent être neutres. Voilà, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure et que je ne trouvais pas. Donc vraiment un très bon titre, c'était vraiment sympathique. Mais je suis content parce que c'est le deuxième SP que je reçois de Inceptio et pour l'instant ça match plutôt pas mal, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, vous m'excuserez par avance, je trouvais que ce bilan lecture était un petit peu chaotique. J'ai déjà fait mieux. Faut que j'attende moins avant de vous faire les bilans. C'est vrai que j'attends et au final j'attends trop longtemps. Bref. Donc un bilan lecture plutôt positif, hein. J'ai passé de bons moments avec ces lectures, à part Nevernight qui est un petit peu catastrophique, mais bon c'est personnel, après il y en a peut-être qui ont aimé aussi. J'ai vu d'ailleurs des avis de gens qui avaient adoré jusqu'à la fin et qui n'avaient pas senti les longueurs, comme quoi tout est subjectif. Sur ce, je vous laisse, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude, hein, si vous laissez un petit mot, vos dernières lectures qui vous ont plu, s'il y a un titre parmi ceux-là qui vous titille un peu, s'il y en a que vous avez dans votre palle, hein, comme d'habitude. Je suis là pour vous répondre, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut.